Merci de rester fidèles à FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. État de siège en Ituri, la délégation gouvernementale est arrivée ce mercredi à Bunia pour s'imprégner de ce qu'il en est exactement pour tirer des conclusions qui s'imposent. Elle y arrive après avoir mené la même mission au Nord Kivu. Esther Siamoni nous en parle en détail. C'est une délégation composée de 8 ministres nationaux et quelques députés nationaux élus de l'Ituri qui a accompagné le Premier ministre. Ils ont été accueillis par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, mais la mobilisation de cette population était très faible, affirment nos confrères d'Actu7.cd. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'évaluer l'état des sièges et apporter un message de soutien à l'armée congolaise engagée au front contre les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Le Premier ministre venait fraîchement de boucler sa mission dans la province du Nord Kivu où il s'était soumis au même exercice. Pour rappel, c'est depuis le 6 mai 2021 que l'état des sièges a été instauré au Nord Kivu comme en Ituri pour mettre un terme à l'insécurité dans la région, mais cette insécurité reste encore persistante dans ces zones. Sachez qu'avant de se rendre à Ituri, cette délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre a visité les pieds du volcan Nyiragongo en face du mont Karisimbi, lieu où le souverain pontife célébrera la messe durant son passage dans l'est de la RDC. Cette délégation conduite par le Premier ministre est allée évaluer les travaux de remblayage avant la construction du podium qui recevra le pape. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé hier mardi avec la presse dans la ville de Goma. Jean-Michel Sama Lukonde a abordé plusieurs sujets, entre autres le processus électoral. Suivez. Arrivé hier à Goma, le Premier ministre et toute sa délégation ont échangé avec les autorités militaires, les députés nationaux et provinciaux, les chefs coutumiers, les responsables de la société civile ainsi que les forces vives de cette province. Face à la presse ce mardi, le Premier ministre a fait part de ces différents échanges. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a précisé que le gouvernement va mettre en place toutes les dispositions pour que toutes les provinces du pays soient concernées dans le processus électoral. Premièrement, toute notre détermination sur l'organisation des élections, ça reste un défi. Et certes, étant donné que ces opérations ont déjà commencé, on parle déjà de cartographie, et plus loin, on va aller sur l'enrôlement des électeurs. Et donc, bien sûr qu'il est souhaitable que nous ayons une partie de la République qui soit plus pacifiée pour que ces opérations puissent se faire et que ces deux provinces soient prises en compte dans le cadre des élections. À ce stade, nous n'envisageons pas d'élections sans ces deux provinces. Cette délégation gouvernementale partie pour l'évaluation de l'état des sièges va également se rendre compte des différents projets d'infrastructure initiés dans cette partie de la RDC. Tout à fait autre chose. Le détournement des fonds publics est un frein pour le développement de la RDC. Cette inquiétude a été mise par l'inspecteur général des finances Jules Alinguete hier lundi devant les professionnels des médias. Pour le patron de l'IGF, il faut enlever dans la tête de l'opinion que pour s'enrichir, il faut trouver nécessairement une place dans une fonction publique. On l'écoute. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum de gens qui s'enrichissent au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Le détournement des deniers publics aggrave le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption.
Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption et du détournement dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Les membres de la task force présidentielle dont Thomas Lubanga ont recouvré leur liberté hier mardi sous une forte émotion. Mais une question se pose, s'agit-il d'une libération par les miliciens Codeco ou d'une évasion? On en parle avec Patrick Ngou. Cette scène de liesse est l'expression de la joie qui a habité les autorités sécuritaires, mais surtout la population régionale, de voir les membres de cette task force présidentielle très loin de l'emprise de la milice de la coopérative pour le développement au Congo, Codeco. Pour Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force, cette libération est attribuée à la bravoure de l'armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Thomas Lubanga s'est échappé des mains de ses miliciens au même moment que son adjoint Floribert Ndiabou ainsi que les colonels Lobo Kamwanda et Lobo Pochi. Seulement, l'incertitude plane sur un aspect. Alors que Thomas Lubanga parle d'une libération, l'armée évoque, elle, une attaque qu'elle aurait menée qui a poussé les rebelles à les lâcher, pendant que d'autres sources renseignent que c'est la Codeco qui les a libérés en bonne et due forme. Actuellement, tous ces membres de la task force présidentielle pris en otage depuis près de 2 mois sont transférés à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Et en société, les habitants du quartier Mbanza-Lemba dans la commune de Lemba se plaignent du manque d'électricité et d'eau potable dans leur quartier. Ces derniers éprouvent des sérieuses difficultés pour s'approvisionner par ces denrées rares. Suivez leur cri de détresse dans ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Les habitants du quartier Mbanza-Lemba connaissent d'énormes difficultés d'eau et d'électricité. Les populations de ce coin parcourent de longues distances pour s'approprier en eau potable, comme elles l'ont expliqué. Même s'il faut plutôt trouver une autre alternative, soit recourir aux eaux de forage, il faut toujours un parcours de combattant. L'eau est trop difficile. Sans forage, on serait déjà mort. Et pour que la population de ces quartiers puisse avoir l'eau, il faut qu'ils puissent un peu traverser là, donc monter quelque part. Donc les gens vous souffrent, ils vous transportent des bidons sur la tête. Et vous constaterez qu'en plein du XXe siècle, ce n'est plus normal. Ce n'est pas seulement le problème d'eau qui terrasse cette population. Ici, pas même moyen d'avoir l'électricité dans des maisons à temps plein. Le courant est difficile. Nos congélateurs ne sont devenus que des échantillons. Aussi l'électricité qui n'est pas stable. Jusque-là, aujourd'hui par exemple, c'est notre journée de courant. Mais nous n'avons pas l'électricité. Alors que nous sommes étudiants, on a vraiment des besoins, qu'on peut travailler, des mémoires, des TFC et quoi, mais il n'y a pas l'électricité. En somme, ce quartier connaît d'énormes problèmes, autres ceux évoqués. La femme lance un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide. Plusieurs communes de la capitale subissent de plein fouet le manque d'électricité qui met à genoux la population. C'est le cas de le dire avec le quartier Mopoulou dans la commune de Makala où la population est sérieusement terrassée par cette problématique. Suivez ce reportage d'Annie Akole et Shadrach Kembo. Cette situation est devenue épidémique. Le courant dans ce quartier s'est compliqué malgré le fait qu'il y a des poteaux qui ne servent à rien. Un fait qui contribue aussi à l'insécurité dans cette commune.
Surpris par les micros de la FM Télévision, les habitants de ce coin se sont exprimés sur leur calvaire quotidien. Il n'y a pas de courant ici. Depuis que j'ai acheté les téléphones, pas moyen de charger et c'est devenu comme un jouet. Ici, il n'y a pas du courant. On le voit de 23h à 3h et à 5h, on se réveille sans courant. La SNEL ne fait pas bien son travail dans la commune de Makala. Cette affaire date des lustres, raison pour laquelle la population de cette avenue lance un SOS en direction des décideurs. Nous avons acheté plusieurs appareils mais qui ne sont pas utilisés parce que le courant est faible et ça trie les télévisions qui ont un voltage faible. Depuis que cette commune de Makala existe, la SNEL ne nous reconnaît pas. Nous nous débrouillons nous-mêmes pour avoir du courant, qu'ils arrangent aussi pour nous comme ils le font pour les autres. Coupure intempestive par-ci, manque total d'électricité par-là, cette situation devient un casse-tête pour les Quinois. Situation controversée en Ukraine. Plus de 1000 soldats de l'armée ukrainienne se sont rendus aux forces russes. C'est le ministre russe de la Défense qui a annoncé la reddition de plus d'1 millier de soldats ukrainiens. Suivez ce reportage. C'est dans la ville de Mariupol, dans la zone de l'usine métallurgique Lich, que 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus à l'armée russe. Cette information a été livrée dans un reportage diffusé dans la nuit de mardi à mercredi par la télévision publique russe annonçant la reddition de plus d'1 millier de soldats ukrainiens dans cette localité. Les images montraient des hommes en tenue de camouflage transportant des blessés sur des brancards. Les autorités régionales du sud-est de l'Ukraine ont évalué au moins 20 000 morts, le nombre des victimes à Mariupol, bombardé depuis plus de 40 jours. L'ennemi a terminé la phase de mouvement et de regroupement de ses unités et les a déplacées vers le territoire des régions de Donetsk et de Lugansk. Nous croyons que des combats intenses se tiendront dans ces territoires dans un futur proche. Retenez que les combats se concentrent actuellement dans la gigantesque zone industrielle de la ville. Pour les Russes, prendre la ville de Mariupol, c'est consolider leurs gains territoriaux sur la bande côtière, longeant la mer d'Azov en reliant la région du Donbass à la péninsule du Crimée. Parmi ces militaires ukrainiens qui se sont rendus à l'armée russe, on a noté la présence de 126 officiers ainsi que 47 femmes. Et en sport, la FECOFA a reconduit le technicien argentin Hector Cooper au poste de sélectionneur national des Léopards de la RDC après son échec aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une décision que salue l'analyste sportif Junior Bompema. Il a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. S'agissant du bilan après l'élimination des Léopards de la RDC, du mondial, de la phase finale du mondial Qatar 2022, on ne peut pas parler d'un bilan positif ni mitigé du sélectionneur national de la RDC parce que l'objectif premier et principal dans cette campagne, c'était la qualification mondiale et rien d'autre. Il n'a pas pu atteindre cet objectif, il n'a pas pu donner à la RDC la qualification mondiale, donc on peut pas, aucunement, on peut parler d'un bilan mitigé, c'est plutôt un bilan négatif, l'objectif n'étant pas atteint par le sélectionneur national qui avait signé un contrat de 2 ans avec comme principal axe la qualification de la RDC au mondial et bien sûr voir dans quelle mesure nous qualifier aussi pour la prochaine CAN. Malgré les bilans négatifs d'Hector Cooper, comme vous l'avez dit, la FECOFA a décidé de reconduire le sélectionneur national. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à la pensée de la FECOFA de le reconduire, je trouve ça plutôt bonne, dans la mesure où nous avons toujours eu un problème, même lui, Raoul, Hector Cooper a connu ce même problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un entraîneur échoue dans sa mission, il est limogé, il y a un nouvel entraîneur qui vient avec avec une nouvelle philosophie, avec un nouveau staff. Et il faudrait refaire les états d'esprit de certains joueurs, il faut reconstituer l'équipe. C'est justement ce qui a posé problème, je pense, même à Raoul Hector Cooper. Quand on le reconduit, c'est justement pour
pas faire cette philosophie qu'il a commencé avec le léopard de la RDC, c'est pour poursuivre le travail qu'il a initié à la tête de la sélection nationale. Ainsi se referme cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais attention, ne nous zappez pas, restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte. Excellente suite de programmes sur FM TV. C'est l'heure de la découverte, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Je reçois Esther Siamoni sur ce plateau. Bonsoir Esther. Bonsoir Ruth. Quelle est la leçon du jour pour la rubrique La Découverte? Aujourd'hui, nous vous apprenons la meilleure prononciation du mot aéroport. Certains Congolais suppriment les A pour dire aéroport et d'autres vont plus loin pour dire aéroport. Je ne sais pas d'où ils sortent tout ça, bien sûr, mais les mots, il faut le dire, c'est aéroport. Composé des deux mots, aéro et port. L'aéroport est un lieu aménagé pour le départ, l'arrivée, les escales des lignes aériennes et comprenant notamment l'aérogare, le service d'aide à la navigation, les pistes, les hangars et autres. Il est aussi appelé port aérien et par une définition facile, c'est une station de départ et d'atterrissage pour les avions. Merci beaucoup Esther, la leçon est bien comprise. Les Quinois ne diront plus aéroport, aéroport, mais plutôt aéroport. C'est également la fin de cette rubrique La Découverte, mesdames et messieurs. Le prochain numéro, c'est pour demain.